Aujourd'hui, je viens vous parler d'une équipe absolument incroyable, mais aussi absolument détestable, à tel point qu'elle a été surnommée l'anti-football. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Je sais que les histoires qui se passent en Argentine sur la chaîne, vous aimez beaucoup, alors aujourd'hui, je vous en ressors une, l'histoire d'une équipe mythique, mais très controversée. Parfois, je me demande s'il y a des raisons morales qui demandent qu'on joue bien au football, qu'on propose un beau football. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Je vous le disais par le passé, je crois que chaque façon de jouer au football est légitime tant qu'on joue bien de cette façon-là. Mais en revanche, il y a une chose sur laquelle on doit être intransigeant, c'est le respect des règles. Et l'équipe dont je vais vous parler aujourd'hui, ça, elle n'était pas irréprochable à ce niveau-là. Notre histoire, du coup, elle se passe en Argentine et elle commence en 1953. On est à Vélez Sarsfield, club de Buenos Aires, en 1953, avec un entraîneur qui s'appelle Spinetto. Spinetto débarque à Vélez et c'est pas nécessairement un révolutionnaire, mais il a quelques idées comme ça qui sont un peu novatrices pour l'époque. Il insiste pas mal sur l'aspect psychologique chez ses joueurs, il insiste pas mal sur le travail collectif opposé au travail individuel, il insiste pas mal sur la notion qui va être très mal traduite, mais de garra, on va dire, de niaque, comme ça, cette idée un peu comme ça, de mettre le pied, pas violent, mais une implication comme ça, une espèce de bonne agressivité, et une chose qui pour le coup est quand même très novatrice, il va demander à ses attaquants, à ses joueurs offensifs de travailler défensivement, ce qui se faisait très peu à l'époque en Argentine. Dans cette équipe-là, il y a un numéro 10 qui s'appelle Osvaldo Zubeldia, qui va prendre vraiment très à cœur le fait de travailler défensivement, et Zubeldia, vous devez retenir son nom. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que les idées de Spinetto, elles tranchaient un peu avec les idées de l'époque, les idées d'un football argentin très artistique, très marqué par la nuestra, qui était une façon de jouer au football typiquement argentine, où on s'était opposé à cette espèce de rigorisme anglais en Argentine. On était des artistes, on jouait au football comme on pratiquait le tango, il y avait un football spécial qui essaimait tout autour du Rio de la Plata, le fleuve, et c'est une façon pour les Argentins de se distinguer. Spinetto, il allait un petit peu, sans toutefois remettre en question, il allait un petit peu à l'encontre de la nuestra, de ce football si argentin. Saut en avant de 5 ans, on est à la Coupe du Monde 1958, l'Argentine se rend en Suède et elle va faire un tournoi désastreux. Pour son dernier match, elle perd 6-1 contre la Tchécoslovaquie, c'est humiliant et on se rend compte que c'est bien beau, ce football lyrique, ce football artistique des Argentins, ça gagne pas. Comme quoi ces débats, ça fait depuis toujours qu'on les a. L'Argentine, elle a un retard. Elle a raté le train de la modernité footballistique et à partir de cet instant-là, elle va être à la recherche de façon désespérée de cette modernité-là. Nouveau bond dans le temps de 5 ans, on est en 1963 cette fois et on retrouve notre ami Osvaldo Zubeldia qui entre-temps est devenu entraîneur et après des débuts intéressants, il y a un petit passage à la tête de la sélection argentine qui va absolument tout gâcher, sa réputation est entachée, et quand il arrive en 63 à la tête d'Estudiantes de La Plata, un club de la ville de La Plata, c'est un peu sa dernière opportunité pour réussir au plus haut niveau. Zubeldia, il a 38 ans à cette époque-là, et la modernité footballistique, vous inquiétez pas, qu'il va la trouver. C'est un entraîneur moderne, lui, dans le sens où ça a été l'un des premiers à faire des pré-saisons, à mettre en place des doubles sessions d'entraînement, à faire un travail énorme sur les coups de pied arrêtés, à mettre en place un piège du hors-jeu qui va s'avérer absolument déterminant, et en fait lui il était très fort pour voir des gains, pour trouver des gains, là où d'autres ne les imaginaient même pas. Par exemple, une chose qu'il faisait, c'est changer de match en match les numéros de ses joueurs, comme ça confondait les adversaires et les journalistes, par exemple. Alors quand il arrive à la tête d'Estudiantes, lui, sa première mission, c'est d'éviter la relégation. Pour la première saison, il s'en sort assez bien, puisqu'il finit 7e. Saison suivante, il finit 6e, et c'est lors de la saison d'après où tout va exploser. Lors de la saison 1967, ces idées révolutionnaires, elles fonctionnent du tonnerre. Les adversaires, ils sont chaque fois piégés par ce hors-jeu-là,
Et comme les arbitres à cette époque-là, ils n'avaient pas encore totalement intégré, ou c'était pas forcément commun, le fait qu'une équipe joue autant le hors-jeu, et ben ils sifflaient à chaque fois ils donnaient des coups francs pour Estudiantes. Les attaquants adverses, eux, ils se désespéraient, et Zubeldia, il disait, c'est une technique en fait. Le hors-jeu, ça aplatit moralement l'adversaire, parce que l'attaquant qui à chaque fois est hors-jeu, qui est 5 fois hors-jeu de suite, ben, la 6e fois, il n'ose même plus faire la course. Et en plus, les équipes de Zubeldia, ces joueurs, ils avaient des codes secrets comme ça pour mettre en place ce piège du hors-jeu qui fonctionnait fantastiquement bien. Une autre chose pour laquelle Zubeldia était révolutionnaire, c'était dans le fait de s'inspirer de ce qui se faisait en Europe, mais plus spécifiquement par-delà le rideau de fer. À l'époque, personne en Argentine aurait eu l'idée d'aller voir jouer des équipes ukrainiennes pour s'inspirer de leur pressing et répliquer ce pressing-là dans le championnat argentin. Zubeldia, il faisait ça, conséquence, son équipe, elle pressait déjà dans les années 60. Une autre chose pour laquelle il était très bon, c'était pour convaincre ses joueurs. Alors, c'est vrai que lorsqu'il arrivait à la tête du club, il a viré tous les vieux joueurs pour faire venir que des jeunes plus malléables, mais il y avait une espèce de tradition, comme ça, de délibération, de débat dans le vestiaire, parce que Zubeldia le disait lui-même, ça sert à rien d'imposer, il faut convaincre. Toutes ces idées-là, en 1967, elles vont faire d'Estudiantes le champion d'Argentine. Et ça, c'est un accomplissement majeur parce que c'est la première fois dans l'histoire du football argentin que l'un des 5 grands n'est pas couronné champion à la fin de la saison. Les 5 grands, River, Boca, San Lorenzo, Independiente et Racing. Ça a ouvert la voie à tellement d'autres petits clubs qui voyaient qu'avec du football, on pouvait renverser la hiérarchie, avec du football et du bon travail et des idées, on pouvait renverser la hiérarchie et c'était possible. Et puis le deuxième grand accomplissement, c'est que pour la première fois, on avait une équipe argentine résolument moderne. Une équipe très bien équilibrée, une équipe capable d'être très forte sans ballon, très bien construite, très bien pensée. Et une chose qui m'a choqué quand j'ai appris ça, mais c'est Rinus Michels, ce qu'on qualifie de père de la modernité dans le football, parce que le football total, c'est lui. Lui il dit non, la première équipe qui pratique le football total, c'est l'Estudiantes de Zubeldia, déjà dans les années 60. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ces méthodes-là, il y avait un côté obscur, très obscur même. Par exemple, les joueurs d'Estudiantes sortaient sur le terrain avec des aiguilles pour piquer leurs adversaires dans les séquences de marquage sur coup de pied arrêté. Pendant longtemps, ça on s'est demandé si c'était une légende urbaine ou pas, mais finalement, il se serait avéré que, en effet, c'était vrai. Ils enquêtaient aussi sur la vie privée des joueurs. Par exemple, il y a un joueur qui, dans un accident, malheureusement, avait tué un ami. Pendant tout le match, il le traitait de meurtrier, d'assassin. Il y a un autre joueur qui avait perdu sa mère récemment. Durant tout le match, il faisait des commentaires par rapport au décès de sa mère. L'anecdote peut-être la plus incroyable, celle-là elle est absolument mythique, c'était que Bilardo, futur sélectionneur de l'Argentine, futur champion du monde à la tête de l'Albiceleste, lui c'était le roi des mind games en plus, et à côté de sa profession de footballeur, il était aussi gynécologue, et grâce à ses contacts dans la profession, il avait réussi à rassembler des informations sur les femmes des joueurs et leurs parties intimes, et durant un match, il avait parlé à un adversaire du grain de beauté qu'il y avait sur les parties intimes de sa femme. Le joueur il pète un câble, il le frappe dans le ventre, il se fait expulser. Bilardo, grâce à ça, il avait réussi ce qu'il était venu chercher, une expulsion du joueur adverse. Toutes ces méthodes vraiment moches, sales, elles vont être tempérées par Zubeldia qui disait, c'est une phrase qui est devenue très très célèbre à l'époque, la gloire ne s'atteint pas en marchant sur un chemin de rose. La gloire, son équipe, elle va effectivement l'atteindre, parce qu'en 1968, elle remporte la Libertadores, et ça lui donne le droit de jouer le tournoi le plus prestigieux qui soit à l'époque, la Coupe intercontinentale où Estudiantes sera opposé au vainqueur de la Coupe d'Europe, Manchester United. Pour ces doubles confrontations, Zubeldia, il fait travailler ses joueurs durant 2 semaines à huis clos, stage de préparation intensif, interdiction de téléphoner plus d'1 fois par jour à sa famille, il faut surtout pas être distrait. Le match aller se joue en Argentine et va se terminer avec 56 fautes, 36 d'entre elles commises par Estudiantes. Denis Law, il se plaint qu'on lui a tiré les cheveux. George Best, il reçoit un coup de poing dans le ventre. Bobby Charlton, il va terminer le match avec des agrafes parce qu'il aura une partie de l'arcade en sang. Et puis, quand vous réunissez sur un terrain 2 des joueurs les plus antisportifs de l'histoire, Bilardo et Nobile Styles, un véritable tueur,
bah forcément, vous avez une boucherie. À un moment donné, Bilardo, il a le dos tourné. Nobby Stiles, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne un coup de pied. Le match va se terminer avec un but sur corner, évidemment, pour Estudiantes qui gagne 1-0. Mais cette fois, il y a le match retour. Au match retour, George Best et Medina, ils se tapent dessus et du coup, ils sont les deux expulsés. Et ça va se finir sur un 1-1 qui fait d'Estudiantes le champion du monde, le champion intercontinental. Mais la presse anglaise, elle est absolument outrée de la violence, du cynisme, de toutes les méthodes employées pour arriver à leur fin de la part des joueurs d'Estudiantes. Et on se demande en fait si on n'est pas allé trop loin, si il ne devrait pas y avoir des limites à cette obsession de toujours gagner. Franchement, les Anglais, ils sont absolument scandalisés par ces méthodes-là, par le spectacle produit cet après-midi-là à Manchester. 1969, bah figurez-vous, qu'Estudiantes remporte à nouveau la Libertadores et cette fois, la Coupe intercontinentale, ils doivent la jouer contre le Milan, le grand Milan de Rivera. Et là, ça va être encore pire. Au match retour, on va assister à l'une des rencontres les plus violentes de l'histoire. Il va y avoir des coups de poing, des nez cassés, des joueurs en sang, de la police qui doit intervenir. Ça va se terminer avec 3 joueurs d'Estudiantes qui vont être mis en prison par 30 jours par le gouvernement argentin pour outrage public. Ça va faire scandale dans toute la presse internationale. Ce sera vraiment un spectacle absolument honteux. Mais là, le vent commence à tourner. L'anti-football, ça fait plus rire personne. Au début, c'était beau de voir cette équipe avec des idées quand même, il faut pas leur enlever ça, révolutionnaire d'un point de vue tactique, remporter des titres, renverser la hiérarchie, mais là les grands clubs ça les fait plus du tout rire, les fans ils sont de moins en moins du côté des Estudiantes, en plus cet aspect belligérant a incité des étudiants dans la société et des ouvriers à faire des grèves, ça plaît pas du tout au gouvernement argentin qui était une dictature à l'époque. Bref, on sent petit à petit le vent tourner. Estudiantes est quand même champion de Libertadores en 1970, rendez-vous compte, un triplé absolument historique, mais ils vont perdre la Coupe intercontinentale contre Feyenoord et là, ce sera la fin, parce que le monde va définitivement se retourner contre eux, ils vont un peu tomber dans une espèce de disgrâce. Et finalement, cette histoire, elle est très digne, je trouve, d'un film de Martin Scorsese, avec cette ascension, puis cette chute des protagonistes qui ont connu la gloire et puis qui se retrouvent à voir tout le monde qui les déteste, tout le monde contre eux. C'est un peu triste parce que les idées révolutionnaires de Zubeldia, que je mentionnais dans la première partie de la vidéo, elles vont être complètement éclipsées par l'anti-football et cette légende noire qui va s'écrire au sujet de leur équipe. Aujourd'hui, l'anti-football, il éclipse absolument tout le reste. Et on a une relation très très bizarre avec cette équipe qui d'un côté était brillante, qui a permis au football argentin de rentrer dans la modernité, qui était révolutionnaire, mais d'un autre côté qui était absolument antisportive, violente, j'en passe, et des meilleurs. D'ailleurs, Carlos Bilardo, il va rien perdre de cet esprit-là parce que les coups comme ça antisportifs et cette mentalité tellement différente, il va la maintenir tout au long de sa carrière d'entraîneur. Je vous mets dans la description un thread que j'avais fait à l'époque quand j'étais en Argentine, où j'avais découvert ça, des anecdotes absolument exceptionnelles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses sur cette équipe absolument mythique. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà entendu le terme anti-football. Voilà, il vient de là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne, ça fait très plaisir. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche, 10h. Allez, à toutes!